regarde, ça démarre. C'est tout bon. Madame la ministre, mes chers collègues, dans le cadre de la Journée internationale des droits des enfants, nous auditionnons aujourd'hui Madame la ministre chargée de la famille et de la petite enfance, que je remercie d'être présente parmi nous. Votre portefeuille ministériel est composé de la famille et de la petite enfance, mais de l'enfance aussi, je le sais, vous me l'avez dit. Je souhaite donc aborder dans un premier temps le sujet des plus petits. Lors de la précédente législature, la délégation a mené un cycle d'auditions et une mission flash visant à évaluer les perspectives d'évolution de la prise en charge des enfants dans les crèches. Et alors que le service public de la petite enfance devrait être opérationnel au 1er janvier 2025, on aimerait savoir quels sont les moyens mis en œuvre pour assurer son effectivité. Vous avez annoncé notamment un renforcement des contrôles des crèches. Selon quelles modalités et comment pensez-vous les assurer ? Les rapporteurs ont également émis des recommandations, dont notamment l'interdiction des accueils en surnombre ou des places ponctuelles en crèche, le fait de sortir du financement à l'heure, mais surtout l'inversement du ratio de qualification résultant du décret du 7 juin 2020, et j'aurais aimé vous entendre sur ces sujets-là. Dans un second temps, je souhaite évoquer avec vous le sujet de la famille. Nous constatons la difficulté à être parent aujourd'hui. La politique des 1000 jours est un support qu'il faut, à mon avis, développer. J'aimerais donc connaître votre ambition sur cette politique des 1000 jours. Et il y a quelques mois, votre prédécesseur travaillait à réformer le congé parental. J'aimerais savoir ce qu'il en est, si c'est toujours d'actualité ou pas. Enfin, lors de la précédente législature, la délégation a mené un cycle d'auditions sur la lutte contre les violences faites aux mineurs et la protection de l'enfance. Pouvez-vous nous indiquer quelle politique le gouvernement souhaite mettre en place pour lutter contre les violences faites aux enfants ? Allez-vous relancer les comités interministériels à l'enfance ? Enfin, je ferai un focus plus particulier sur l'aide sociale à l'enfance, vous l'imaginez bien. Il me semble important d'évoquer plusieurs points avec vous. Tout d'abord, concernant l'encadrement de ces enfants mis sous protection. Actuellement, il n'y a aucun taux d'encadrement en dehors des accueils en pouponnière et celui-ci date de 1974. Nous avons besoin, pour prendre en compte les besoins des enfants et pour rendre attractifs ces métiers, d'avoir des taux d'encadrement, nous en sommes convaincus. Nous souhaitons également que des mêmes taux soient établis pour tous les modes d'accueil du 0-3 ans, puis des taux en fonction de l'âge de développement des enfants. Madame la ministre, vous pouvez disposer du pouvoir réglementaire et j'aimerais savoir si vous pensez démarrer un travail avec les collectivités pour définir des taux rapidement, mais surtout une trajectoire pour y aboutir, car pour nous, il y a urgence. Les différents faits divers de ces dernières semaines doivent également nous interroger sur les contrôles des acteurs et des établissements qui accueillent ces enfants. Actuellement, ce sont les départements qui sont en charge de faire ces contrôles et qui, dans le même temps, autorisent, agréent et financent ces établissements. Il me semble nécessaire de permettre un contrôle externe. Comment envisagez-vous de faire intervenir l'État dans ces contrôles au-delà des quelques contrôles de l'IGAS qui ont eu lieu sur ces 20 dernières années ? Enfin, on constate que le nombre de mises sous protection progresse chaque année de 2%. Or, selon les syndicats de la magistrature, il est estimé que 3500 enfants qui devraient être mis sous protection restent sans solution malgré un jugement. Et on se rend compte que les alternatives au placement en foyer ou chez un assistant familial qui existent dans la loi, comme l'accueil durable des bénévoles ou le placement chez un tiers digne de confiance, ne se développent pas. Comptez-vous porter quelque chose pour que ces accueils se développent ? Je terminerai mes propos en parlant de tous ces professionnels qui, chaque jour, œuvrent aux côtés de ces enfants et dont le métier est souvent vilipendé, alors que nombre d'entre eux font un travail formidable. Malheureusement, tout ceci conduit à une désaffection de ces métiers. Donc, nous avons, au sein de la délégation, plusieurs propositions pour améliorer l'attractivité des métiers. En premier lieu, il nous est remonté qu'il y avait une difficulté avec Parcoursup. Nous aimerions savoir si vous avez en tête de réfléchir à un nouveau mode de sélection des candidats à l'entrée de ces formations pour éviter toutes les difficultés qui nous ont été remontées. En second lieu, pensez-vous revoir les formations des métiers du social pour éviter notamment des spécialisations sur un domaine, soit enfance, soit handicap, soit personnes âgées, afin de permettre des déroulés de carrière, mais surtout renforcer l'attractivité de ces métiers. Et enfin, pensez-vous que notre proposition d'innover en créant de nouvelles catégories d'assistants familiaux qui permettraient à des accueillants familiaux d'exercer une autre activité à temps partiel, notamment les fonctionnaires, est une possibilité qui pourrait être ouverte ? Voilà, Madame la Ministre, ce que je voulais indiquer en introduction. Je vais donc vous laisser la parole maintenant pour votre propos liminaire et répondre à ces premières questions. Et ensuite,
Eh bien, chers collègues, les premiers orateurs de groupe auront la parole et puis après, on verra ce qu'il nous reste comme temps. Je vous remercie, Madame la Ministre, et je vous cède la parole. Merci, Madame la Présidente, chère Perrine Goulet, Mesdames et Messieurs les députés, membres de la délégation des droits de l'enfant. Alors, je vais commencer effectivement par mon propos liminaire et je répondrai ensuite à vos questions extrêmement précises. Alors, je suis évidemment honorée d'être auditionnée aujourd'hui par la délégation aux droits de l'enfant de l'Assemblée nationale en cette semaine consacrée aux droits de l'enfant et suite au 35e anniversaire demain de la Convention internationale des droits de l'enfant. Nous partageons un attachement réciproque à l'intérêt supérieur de l'enfant, aux droits fondamentaux qui en découlent, ainsi qu'à l'effectivité des droits, j'y reviendrai. L'attachement profond que la République française porte aux droits des enfants est toujours aussi vif et nous savons que nous avons ensemble beaucoup à faire encore pour que chaque enfant soit protégé. C'est avec un engagement sans faille que je veux honorer cet attachement. 2 mois après ma prise de fonction comme ministre délégué chargé de la famille et de la petite enfance auprès de Paul Christophe, je veux aujourd'hui vous présenter les priorités qui sont les nôtres. Je veux vous dire tout d'abord que ces priorités s'attacheront toujours à prendre en compte l'intérêt de l'enfant, à entendre sa voix, à lutter contre les violences qui lui sont faites, à le protéger. Protéger les enfants passe par la sécurisation des parents. La famille, dans toutes ses formes et diversités, doit être le lieu premier d'éducation et d'épanouissement de l'enfant. C'est pourquoi je suis convaincue qu'il y a un enjeu central à soutenir, accompagner, sécuriser les familles, les parents pour protéger les enfants. Dans le contexte préoccupant du déficit de naissance, je tiens à faciliter pour les parents la réalisation du désir d'enfant. Cela passe nécessairement par une confiance accrue des futurs parents dans la société tout entière. Chacune et chacun doit pouvoir envisager une parentalité sereine. Nous entendons porter une politique familiale de soutien aux foyers qui accueillent un enfant pour les accompagner et les soutenir dans ce moment de vie si particulier. Les 1000 premiers jours que vous avez cités, Madame la Présidente, sont, et nous le savons, grâce aux travaux de Boris Cyrulnik, une période cruciale pour le développement de l'enfant. Nous devons avoir une attention particulière pour les parents vulnérables, les familles isolées et les foyers qui éprouvent des difficultés. J'aurai ainsi un attachement fort à l'accompagnement des jeunes mères, à la prévention et à l'accompagnement de la dépression postpartum et au développement des actions favorables à la création du lien entre les parents et les enfants. Plus globalement, je crois et j'agirai en faveur de la prévention de l'altération du lien et de l'éducation. Nous travaillerons aussi activement à promouvoir la coparentalité, indispensable pour garantir le lien parent-enfant au-delà de la séparation. Par ailleurs, une parentalité sereine et un développement harmonieux de l'enfant exigent notamment une bonne conciliation entre la vie professionnelle et personnelle. C'est tout le sens de la mise en œuvre dès janvier prochain du service public de la petite enfance, dont l'objectif est de garantir l'accueil de tous les jeunes enfants de façon sécurisée, inclusive, accessible financièrement et partout sur le territoire. Il permettra aussi, et c'est essentiel, de placer la qualité de l'accueil du jeune enfant au centre de notre action, en s'appuyant sur un nouveau référentiel de la qualité de l'accueil qui doit être adopté d'ici la fin de l'année et des contrôles renforcés et mieux coordonnés, j'y reviendrai. Une meilleure reconnaissance et une plus grande attractivité des métiers de la petite enfance sont également un enjeu fort du nouveau service public de la petite enfance. J'ai souhaité accompagner ce développement par un chantier complémentaire que j'ouvre dès à présent relatif à la réforme du financement des lieux d'accueil du jeune enfant. Ce chantier global doit nous permettre de redéfinir les conditions de financement du secteur afin de favoriser la création de places d'accueil par les collectivités publiques et de mieux réguler l'ensemble du secteur. Il répondra aussi, dans cette approche globale, à la nécessité d'éviter toute dérive et les limites actuelles ayant été documentées par plusieurs rapports et livres dernièrement. J'aurai enfin une attention soutenue pour les autres modes d'accueil du jeune enfant, notamment l'accueil individuel, afin que la diversité de l'offre, d'une offre qualitative, corresponde à la diversité des choix et aux besoins des familles et des enfants.
Nous travaillons ainsi sur tous les leviers permettant de garantir la qualité et l'accessibilité de l'accueil du jeune enfant et plus globalement sur la création de conditions qui lui permettent de bien grandir, de s'épanouir, de s'éduquer et de se sociabiliser. Il nous faut donc agir sur toutes les composantes, interdire ce qui doit l'être, soutenir la parentalité numérique, lutter contre les cyberviolences, définir des solutions alternatives et je m'y emploierai avec force. J'aurai également à cœur de sensibiliser et soutenir les familles, de faciliter la prévention, la détection et l'accompagnement des troubles de santé mentale des enfants et d'agir sur leur déstigmatisation. Je souhaite poursuivre et renforcer les plans de lutte contre les violences faites aux enfants, soutenir les actions portées par la sphère publique mais aussi associative pour prévenir les risques et lutter contre les violences, toutes les violences faites aux enfants, qu'elles soient physiques, sexuelles, psychiques, quelle que soit leur nature. Enfin, je veux terminer mon propos par ce sujet essentiel et je vais vous dire toute ma préoccupation et mon ambition concernant la protection de l'enfance. Ma préoccupation, car nous la partageons avec les départements, avec les différents acteurs de la filière, le constat d'un secteur qui, dans son ensemble, va mal depuis de nombreuses années, avec des effets d'aggravation probables au cours de ces dernières années. J'aurai, n'en doutez pas, une attention toute particulière, que ce soit favoriser l'accueil des enfants dans les familles monoparentales, au bénéfice de l'enfant comme de son parent, notamment au développement des crèches à vocation d'insertion professionnelle. J'aurai de même une attention soutenue à l'accueil des enfants issus des familles les plus modestes et plus globalement à la question de la pauvreté infantile. Je serai pleinement engagée aux côtés du ministre des Solidarités, Paul Christophe, pour conduire et renforcer les politiques en faveur de ces enfants, que les conclusions de la mission d'information que vous avez lancée sur la pauvreté infantile nourriront très utilement. Une parentalité sereine, c'est aussi être outillé pour protéger et éduquer l'enfant face aux mutations du monde moderne. Les enfants sont confrontés aujourd'hui à différents risques et les parents sont parfois démunis pour y faire face. C'est pourquoi, eu égard de l'ampleur et de l'impact du phénomène, nous œuvrons prioritairement à la protection des enfants dans l'environnement numérique, face aux risques liés à l'usage et au contenu des écrans et à leurs effets. Nous connaissons l'impact de l'usage des écrans sur les tout-petits qu'il nous faut éviter. L'impact sur les enfants trop tôt confrontés à des contenus inappropriés à leur âge et qui menacent leur bon développement. L'impact sur les enfants du cyberharcèlement. L'impact sur les enfants comme sur les familles de l'omniprésence des écrans. Il nous faut donc agir sur toutes ces composantes, interdire ce qui doit l'être, soutenir la parentalité numérique, lutter contre les cyberviolences. Concernant la protection de l'enfance, qui est un sujet essentiel, vous avez ouvert une commission d'enquête parlementaire sur les manquements des politiques de protection de l'enfance, et je m'en félicite. Ils nous permettront de disposer d'un état des lieux de données fiables et les conclusions de la commission d'enquête poseront un éclairage utile dont nous nous saisirons avec les départements et la justice pour alimenter les travaux de refondation de la protection de l'enfance que le Premier ministre a évoqués la semaine dernière. C'est ici que se situe mon ambition, refonder la politique de la protection de l'enfance. Bien évidemment, ce travail doit être fait avec tous les acteurs, départements, justice, associations, familles, parlementaires et dans la plus étroite concertation si l'on veut que cela fonctionne. Je veux ici vous partager une conviction. Il faut désinstitutionnaliser la protection de l'enfance. Il faut retravailler le parcours de l'enfant, se doter des outils et mécanismes qui permettent d'agir beaucoup plus en prévention avec les familles et de déterminer les conditions de leur protection en mobilisant les solutions possibles dans le cadre d'un parcours individualisé, recours à la famille, à un tiers digne de confiance, révision des conditions d'adoption. C'est une clé majeure si nous voulons y parvenir. Bien évidemment, nous devrons également travailler sur d'autres leviers pour refonder cette politique. Je pense à la question, et vous l'avez soulevé, Madame la Présidente, de l'attractivité des emplois. Je pense aux conditions d'accueil des enfants depuis les pouponnières qui méritent d'être refondées jusqu'aux conditions d'accueil dans les établissements.
avec une question sur le taux d'encadrement qu'il faut retravailler. Et sur ce point, je me félicite, Madame la Présidente, des premiers échanges que nous avons eus sur notamment la possibilité de définir à viser de plusieurs années l'évolution de ces taux d'encadrement qui ne peuvent pas être déconnectés de la question centrale de l'attractivité des métiers de l'humain, qui est importante pour pouvoir remplir et accéder réellement à la réalité de ces nouveaux taux d'encadrement. Et enfin, nous devons travailler à la dimension du contrôle qui nécessite d'être renforcée sur les établissements de l'aide sociale à l'enfance. Je pense aussi naturellement à l'impérieuse nécessité de garantir les parcours de soins, le parcours scolaire, le parcours vers l'autonomie des jeunes sortants ou futurs sortants de l'aide sociale à l'enfance. Nous avons déjà pris certaines mesures, par exemple pour avancer sur la publication des derniers décrets d'application manquants de la loi Taquet de 2022, ou encore sur l'attractivité du secteur en posant le principe de la création d'un comité de filière qui, à l'instar de celui mis en place pour la petite enfance, rassemblera l'ensemble des acteurs pour faire des propositions sur l'évolution à la fois de l'attractivité et de la valorisation des métiers de la protection de l'enfance, mais aussi sur les formations et sur l'accès à ces formations. Mais tout est devant nous pour aboutir à cette refondation. Les travaux de la commission d'enquête et même ceux de la mission d'information sur les mineurs non accompagnés que la délégation des droits de l'enfant de l'Assemblée a lancé, ainsi que vos propositions, mesdames et messieurs les députés, au travers des nombreux amendements dont j'ai pris connaissance, sont et seront autant d'éléments indispensables pour nourrir la réflexion et concrétiser l'action de cet objectif. Soyez assurés de toute ma détermination pour œuvrer en ce sens. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, voici les priorités que je souhaitais partager avec vous en guise de préambule. Nous avons la même boussole, l'intérêt supérieur de l'enfant. Je suis à disposition pour écouter vos positions et répondre à vos interrogations. Je vous remercie pour votre attention. Alors, vous m'avez posé d'ores et déjà quelques questions, Madame la Présidente, dont j'ai répondu en partie dans mon allocution préparatoire. Néanmoins, je peux peut-être aller un peu plus loin sur les sujets sur lesquels vous m'avez sollicité. Vous posez la question qui est centrale et qui a été le premier sujet sur lequel j'ai été sensibilisée dès ma prise de fonction, c'est celui des crèches, du contrôle qualité dans les crèches, puisque à la fois les rapports de l'IGAS, mais aussi plusieurs livres, dont celui de Victor Castanet, ont fait part de certaines dérives dans la prise en charge, l'accueil et l'accompagnement des jeunes. Nous avons d'ores et déjà réaffirmé, je vous l'ai dit, notre volonté de publier un rapport et un référentiel national sur la qualité des crèches. C'est vrai que j'ai été impressionné par le fait qu'aujourd'hui, les contrôles dans les crèches sont avant tout des contrôles de sécurité. On contrôle si les planches sont à la bonne hauteur, si le crépi est assez gros. On contrôle s'il y a un jardin, mais on ne contrôle jamais si les enfants vont dans le jardin. On contrôle s'il y a des couches qui sont mises à disposition, mais on ne contrôle jamais si les enfants sont régulièrement changés dans les crèches. Et on ne contrôle jamais réellement quelle est la qualité de l'accueil et l'engagement réel des professionnels de la petite enfance qui œuvrent au quotidien. C'est l'objet de ces nouveaux contrôles qualité qui seront mieux coordonnés à l'échelle des départements par un plan annuel de contrôle entre ceux qui sont portés par la CAF, ceux qui sont portés par la PMI et ceux qui sont portés par l'État via les dettes. Et nous aurons ainsi une vision globale et des échanges avec une possibilité de réactivité dès lors qu'il y a des suspicions qui existent sur telle ou telle structure petite enfance. Sur l'accueil, le nombre d'enfants, le taux d'encadrement dans les structures petite enfance, là aussi c'est un sujet qui est à la main et qui est travaillé par le comité de filière et qui sera lié au référentiel qualité qui sera publié d'ici un mois à peu près. En ce qui concerne le deuxième point que vous avez soulevé, Madame la Présidente, à savoir celui de la politique en faveur des familles, vous avez justement
relevé l'importance du dispositif 1000 premiers jours, extrêmement documenté sur l'impact des actions qui se portent entre le 4e mois de grossesse et les 2 ans révolus de l'enfant. On sait aujourd'hui que c'est une époque, et je l'ai dit, un moment crucial. Nous devons développer les actions de prévention, notamment par le développement des entretiens de santé, des entretiens périnataux auprès de la mère qui est enceinte pour la sensibiliser. Nous devons aussi développer les entretiens et les actions post-accouchement, notamment sur tout ce qui est mené pour prévenir de la dépression postpartum, qui est un des enjeux forts, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que ça a des conséquences extrêmement fortes sur le développement psychique et somatique des enfants. Concernant le congé parental, ce sujet est toujours à l'étude. Il n'est absolument pas abandonné. Nous travaillons sur un congé parental suffisamment long pour permettre aux parents qui le souhaitent de prendre le temps durant notamment la première année, enfin les premières années de l'enfant, de s'occuper de l'enfant. Aujourd'hui, le dispositif tel que il m'a été présenté au moment de ma prise de fonction n'est pas affiné. Il y a encore un certain nombre de questions sur la durée, sur comment cela s'articule entre le congé pour le père, le congé pour la mère et le montant de la rémunération des parents. C'est un travail sur lequel, avec Paul Christophe, nous souhaitons avancer pour avoir un véritable congé de naissance tel qu'il est souhaité par de nombreuses familles. Sur la lutte contre les violences, notamment chez les mineurs qui sont à la protection de l'enfance, mais pas que. Notre volonté, c'est d'agir le plus en amont possible et de mettre en place les moyens pour qu'il y ait une réelle détection et de réel signalement. La présidente d'Abin du département du Maine-et-Loire, qui est aussi... Pardon ? La présidente. La présidente ? J'ai pas dit. C'est un très beau département. Ah, pardon, c'est un très beau département. La présidente d'Abin, j'y étais encore la semaine dernière, a fait un rapport justement pour, dont nous allons fortement nous inspirer pour faire en sorte qu'il y ait un meilleur croisement des faisceaux d'indices et de véritables détections en amont des signalements, notamment à des parcours renforcés au sein des CRIP, et pour faire en sorte que nous ayons évidemment une action la plus anticipée possible pour faire en sorte que ces mineurs puissent être confiés à la protection de l'enfance. Et vous m'avez demandé si nous allions relancer le comité interministériel de l'enfance. J'y suis extrêmement favorable et je travaille en ce moment avec mes collègues pour que nous puissions avoir une feuille de route pour relancer ce comité interministériel, parce qu'on voit bien effectivement que ces questions de protection de l'enfance, si elles sont principalement au sein de mon ministère, il n'en reste pas moins que nous devons travailler sur les questions de santé avec Geneviève Darrieussecq, sur les questions d'éducation nationale avec Anne Genetet, et sur les questions de justice avec Didier Migaud. Donc il y a un vrai enjeu, et d'autres ministres, il y a un vrai enjeu d'interministérialité pour porter une vraie ambition pour les enfants notamment. Vous m'avez posé la question sur les pouponnières, principalement. Il est clair que le décret de 1974 sur les pouponnières est un décret qui a vécu. Et nous devons réfléchir aujourd'hui sur le taux d'encadrement, mais aussi, enfin sur l'évaluation et l'actualisation du taux d'encadrement, mais aussi sur la qualité de l'accompagnement et de l'accueil des enfants dans les pouponnières. Alors, le nombre d'enfants placés en pouponnière aujourd'hui est plutôt en baisse. Néanmoins, on voit, et il y a eu des études encore récentes, que les enfants doivent être portés au moins 20 minutes par jour. Ce qui importe, c'est le taux d'encadrement, mais aussi ce que l'on fait dans les pouponnières et la garantie que les enfants sont correctement accompagnés, qu'ils sont bien au moins portés 20 minutes, ce qui est un minimum, hein, mais bien, et qu'il y a des... Là aussi, on doit se garantir, qu'il y a une qualité
de l'accueil des enfants dans les décrets pouponnières. C'est un sujet sur lequel nous travaillons actuellement et j'espère pouvoir vous faire des propositions rapidement. Sur les taux d'encadrement, que ce soit pouponnière ou l'aide sociale à l'enfance, je vous ai dit que nous étions très attentifs à vos propositions d'échelonnement de la mise en place de ces taux d'encadrement qui nous paraît être une bonne solution. Sur la coordination des contrôles externes dans les comités, dans les établissements de l'aide sociale à l'enfance, aujourd'hui on a une expérimentation des comités départementaux de protection de l'enfance dans 10 départements qui permettent d'avoir une meilleure coordination entre les acteurs de la justice, les acteurs de la santé, les acteurs de l'éducation nationale et évidemment les acteurs de l'aide sociale à l'enfance avec les départements. Et nous souhaitons qu'il y ait un déploiement le plus rapidement possible. Ces comités départementaux de la protection de l'enfance devaient être évalués au bout de 5 ans. J'ai souhaité qu'il y ait une évaluation intermédiaire pour qu'il puisse y avoir un déploiement dans d'autres départements avant le délai de 5 ans. Et aujourd'hui, nous ne pouvons nous satisfaire des situations des enfants qui sont sans solution. C'est la raison pour laquelle on doit entamer aussi un travail sur, ce que j'appelle, le mot est un peu techno, la désinstitutionnalisation de la prise en charge des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance. Pour cela, il faut que l'on travaille avec la justice, avec les départements, pour faire en sorte que les orientations se fassent plutôt soit chez des tiers dignes de confiance. On a quelques leviers encore à lever, notamment, je pense, question d'honorabilité, soit chez des assistants familiaux. Et il faut développer. Aujourd'hui, il y a un vieillissement de la population des assistants familiaux, mais il y a des travaux qui sont en cours pour faire en sorte de mieux valoriser cette profession des assistants familiaux qui sont essentiels et pour favoriser aussi le statut des familles de cœur, c'est-à-dire d'un référent pour l'enfant placé à l'aide sociale à l'enfance. Enfin, l'attractivité des métiers, j'y ai déjà répondu, mais peut-être nous reviendrons dessus. Merci Madame la Ministre. Je vais commencer par ce premier tour de table de nos collègues pour que tout le monde puisse intervenir. Je vous rappelle 2 minutes et je vais, comme d'habitude, vous embêter si ça dépasse. Madame Parmentier en premier. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Nous sommes rapporteurs avec ma collègue Béatrice Piron d'une mission d'information sur la pauvreté infantile. Ce qu'il ressort de nos premières auditions, c'est le grave défaut général de politique de l'enfance en France. Il n'y a pas de pauvreté infantile en soi, il y a des familles pauvres et à cela il y a de multiples facteurs, effondrement du pouvoir d'achat, impossibilité de vivre de son salaire alors même que les 2 parents travaillent, mais aussi bien sûr chômage, maladie, spirale de pauvreté des familles monoparentales. Les ministres valsent et les problèmes s'aggravent. La protection de l'enfance justifiait un ministère spécialement dédié et pas un ministère délégué. Sachant qu'il faut 6 générations pour sortir de la pauvreté, quelle politique comptez-vous mettre en œuvre, Madame la Ministre, pour enrayer ce fléau des enfants pauvres en France en 2024 ? Quelle sera votre priorité et votre marque à vous ? Et concrètement, où en est-on de la mesure des cantines à 1 €? Quel est le bilan de leur mise en place depuis 2019 ? Je vous remercie. Merci beaucoup. J'ai Madame Nicole Dubré-Chirard, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente, merci Madame la Ministre. Moi, je voudrais revenir sur la hausse des demandes de placement des enfants et le nombre d'enfants en attente de placement qui n'ont aucun accompagnement pour l'instant et qui sont remis à leur famille avec les 2 parties en difficulté. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est je viens de finir une mission sur la psychiatrie avec Sandrine Rousseau et on constate qu'effectivement, dès le plus jeune âge, on a des troubles psychologiques et psychiques extrêmement importants chez les enfants, notamment chez les enfants qui font l'objet d'une demande de placement, avec une difficulté à les repérer. Et là, en tous les cas, au niveau scolaire, je pense qu'on a vraiment à travailler en partenariat avec l'Éducation nationale pour avoir des infirmières scolaires qui puissent faire du dépistage et de l'orientation et du suivi, mais aussi de la coordination entre les différents professionnels de santé. Et la dernière chose, c'est sur l'ordonnance de protection. Je ne sais pas si Madame la Présidente a posé la question, mais si on peut évoluer avec
avec la justice sur l'ordonnance de protection des enfants qui font l'objet qui sont au milieu de violences intrafamiliales pour permettre cette protection. Je vous remercie. Merci beaucoup. J'ai Madame Marianne Maximi. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je crois que vous êtes la 3e ministre que nous auditionnons depuis la création de cette commission d'enquête. Alors, j'étais un peu inquiète avant de vous entendre et j'avoue que depuis que je vous ai entendu, je suis encore plus inquiète vis-à-vis de ce que vous venez de nous dire. J'avais une question, en fait, c'est que faites-vous depuis 2 mois? Vous êtes très rare dans les médias, très peu de sorties sur la question de l'enfance en général. Et donc, que faites-vous? Que faites-vous pour la petite enfance, notamment vis-à-vis du scandale des crèches privées lucratives? Je signale aussi qu'aujourd'hui, c'est un jour de grève et une mobilisation dans le secteur de la petite enfance. Mais que faites-vous pour la protection de l'enfance? Vous nous avez dit le secteur va mal. Il y a probablement une aggravation ces dernières années. Je ne sais pas comment vous pouvez mettre le mot probablement, en fait. Je ne sais pas où vous habitez, ce que vous avez pu lire pour mettre ce mot-là. Vous nous dites que vous attendez la commission d'enquête pour avoir des données fiables. Les données, on les a, hein, vous inquiétez pas. Il y a eu des rapports à ne plus en finir. Et en fait, je crois que le constat est unanime, partagé. La protection de l'enfance est en grave danger. Et les enfants, on paye le prix des fois de leur vie. C'est la réalité aujourd'hui dans le secteur dans lequel vous arrivez. Vous nous parlez de 20 minutes par jour de portage. Mais qui a sorti un chiffre aussi idiot? Comment on peut dire qu'un bébé en pouponnière a besoin de 20 minutes maximum, minimum? C'est des chiffres, c'est méconnaître en fait les besoins fondamentaux des enfants et notamment des nourrissons en pouponnière. Vous nous parlez de désinstitutionnalisation, c'est une belle visée. Aujourd'hui, il y a une urgence, c'est déjà d'exécuter des placements. Nous avons 3000 enfants qui patientent là où ils sont victimes de violences. Il y a des mesures d'urgence, il y a une feuille de route d'urgence à prendre. Moi, j'ai rien entendu de tout ça, donc je suis très inquiète. Le secteur continue à s'effondrer et je le redis, ce sont des vies d'enfants qui tombent avec ce secteur. C'est la réalité concrète de ce que vous êtes responsable. Donc moi, je voudrais une feuille de route d'urgence. Qu'allez-vous mettre en place réellement pour faire en sorte qu'il n'y ait plus 3000 enfants qui attendent, qu'il n'y ait plus de syndrome d'hospitalisme dans les pouponnières aujourd'hui dans notre pays, qu'on n'ait plus des enfants qui se suicident dans des hôtels, qu'il n'y ait plus les départements qui décident de faire ce qu'ils veulent vis-à-vis de la protection de l'enfance. Merci. Madame Eda Adizadeh, j'espère ne pas avoir écorché votre nom. Le nom, c'était très bien. Et le prénom, c'est Aïda, comme l'opéra. Voilà, avec un Y. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, moi, je partage l'inquiétude de ma collègue Marianne Maximi. Il n'y a pas une semaine qui se passe en France sans qu'il y ait un scandale qui révolte vraiment toute la population française et les représentants que nous sommes sur des lieux qui accueillent des enfants que nous devons protéger. Ce n'est pas des faits privés, ce n'est pas des faits divers, ce sont vraiment des faits dont nous avons la responsabilité. Concernant la question du contrôle de ces lieux où sont placés les enfants, qu'il s'agisse de familles d'accueil, de foyers ou d'autres lieux d'accueil, il est entendu qu'il faudrait mettre en place plus de contrôles, mais qu'au final, on finirait par confier ce contrôle au département. Moi, je me demande comment se passerait l'inspection du travail si c'était les employeurs qui étaient chargés de mettre en place ces mesures d'inspection du travail. Il est absolument urgent de penser à mettre en place rapidement, pas au bout à l'issue d'un comité interministériel, parce que toutes ces mesures-là figurent dans des rapports, notamment dans le rapport du CESE qui a été rendu public récemment sur saisine du Sénat, de mettre en place urgemment une instance de contrôle indépendante qui soit sous la direction, enfin qui dépendent et qui répondent à l'État, mais pas au département, et que ça soit uniforme et que ça ne soit pas à la main des départements. Encore une fois, le temps de l'enfant n'est pas le temps des institutions. Il y a urgence, il y a des enfants qui souffrent. On parle de ceux qui meurent, mais c'est la partie immergée de l'iceberg. On ne parle pas de toutes ces vies brisées. Et pour échanger avec de nombreux enfants placés, anciens enfants placés, c'est vraiment des années et des années de souffrance qui traînent derrière. Et c'est autant de coûts personnels, mais aussi pour la société. Merci beaucoup, Monsieur Thibault Bazin. Merci Madame la Présidente pour l'organisation de cette audition, cette journée internationale des droits de l'enfant. Madame la Ministre, en charge des familles et de la petite enfance, vous le savez, notre groupe de la droite républicaine est très attaché à la politique familiale, ayant porté historiquement son universalité. Votre propos liminaire témoigne de votre prise de conscience face à la baisse inquiétante de natalité, et nous saluons votre souhait de répondre aux besoins des parents et surtout ceux des enfants. Il y a tant à faire et nous souhaitons y contribuer en étant force de proposition. Cela étant dit, j'ai été à la rencontre ce matin en Lorraine, à Rosières-aux-Salines, de professionnels d'un multi-accueil en grève pour dénoncer les problèmes rencontrés. Il s'agit d'un multi-accueil géré par un acteur privé non lucratif
qui œuvrent de concert avec la commune où il est implanté. Je me permets de vous relayer leur message. Référentiel bâtimentaire inadapté, taux d'encadrement insuffisant pour une prise en charge de qualité, notamment des plus petits, défaut d'attractivité des métiers, écueil dans la formation, modèle national PSU à revoir. Tout ceci ne relève pas des collectivités locales, mais bien du niveau national. Madame la ministre, nous avons ici, durant le premier semestre de cette année, une commission d'enquête sur le modèle économique et la qualité d'accueil des jeunes enfants. La rapporteure a fait plus de 70 recommandations. Certaines appellent des réformes structurelles. Je pense notamment à la révision du modèle de PSU, vous semblez vous y atteler. D'autres invitent l'exécutif à modifier des éléments réglementaires. La plupart des mesures préconisées ne relèvent pas du domaine législatif, mais du niveau réglementaire ou de la CNAF. Quelles mesures comptez-vous prendre ces prochaines semaines? Êtes-vous prête à demander une modification de la COG? Il faudra surtout mettre en cohérence les moyens avec les besoins dans une optique ambitieuse de rétablissement de véritables politiques familiales, de soutien à la petite enfance et à ses métiers. Enfin, je voudrais vous interroger sur l'absence de recensement centralisé des réservations de berceaux par les acteurs publics. Plus de la moitié de ces réservations relèvent des acteurs publics, en particulier des sections régionales interministérielles d'action sociale. Que comptez-vous leur demander pour assurer davantage de qualité aux établissements d'accueil du jeune enfant? Merci beaucoup. Monsieur Jean-Claude Roux. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Vendredi dernier, un courrier d'une soixantaine de parlementaires et d'associations a été envoyé au Premier ministre sur une affaire profondément choquante qui illustre les dysfonctionnements de notre système judiciaire sur les violences sexuelles incestueuses. Louise Bourgoin, une petite fille de 4 ans, a été confiée à la garde de son père par le juge en juillet dernier, alors même qu'elle avait fait l'objet 2 ans auparavant d'un placement à l'ASE à la suite de dénonciations de violences incestueuses. Alors même que le juge des enfants notait quelques mois auparavant que la résidence de cet enfant chez son père était inenvisageable du fait qu'elle nommait son père comme étant un agresseur. Nous parlons ici de la juridiction d'Orléans, mais nous, parlementaires, sommes fréquemment alertés sur d'autres cas dans d'autres territoires, y compris les nôtres. Ce ne sont pas évidemment les personnels de la justice qui sont à blâmer, mais bien un système, un manque chronique de temps et de moyens à dénoncer qui place les enfants dans des situations de violence que nous aurions pu leur éviter, que nous devons de leur éviter. Dans le cas de Pauline Bourgoin, nous, signataires de la lettre au Premier ministre, demandons une inspection de la juridiction d'Orléans pour faire toute la lumière sur les conditions qui ont pu amener à une telle décision. Donc, Madame la Ministre, comment expliquez-vous que de tels dysfonctionnements persistent, que des décisions de justice puissent être rendues en contradiction avec les avis des professionnels de santé ou de la protection de l'enfance? Et quelles actions comptez-vous mener pour qu'à l'avenir, un suivi rigoureux garantisse que ces décisions de justice protègent pleinement les enfants au lieu de les mettre en danger? Merci beaucoup. Madame Béatrice Piron. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, au nom du groupe Horizon, je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre présence parmi nous aujourd'hui au sein de cette délégation. Votre engagement en faveur des enfants ainsi que de la famille est essentiel et nous sommes heureux de pouvoir échanger directement avec vous. Je tiens également à vous remercier pour votre intervention vendredi dernier au Sénat à l'occasion des 35 ans de l'adoption de la Convention internationale des droits de l'enfant. Cet événement a rappelé avec force notre responsabilité collective envers les enfants qui doivent être placés au cœur de nos politiques publiques. Actuellement, je suis co-rapporteur d'une mission d'information relative à la pauvreté infantile avec ma collègue Madame Parmentier. Cette problématique qui touche au droit du logement, à l'éducation et à la santé, ou encore au bien-être de nos enfants, est une réelle priorité qui s'inscrit dans une vision élargie de l'enfance. Cela m'amène à m'interroger sur le périmètre d'action de votre ministère. Si la famille et la petite enfance sont explicitement au cœur de votre portefeuille, le terme plus global d'enfance semble quant à lui en partie obéré. En conséquent, le périmètre intégral de l'enfance est-il assuré au sein de votre ministère? Cette clarification serait précieuse afin de comprendre la collaboration des différents ministères mis en place pour garantir une action publique cohérente et efficace en faveur des enfants. Par ailleurs, comme évoqué lors du colloque du Sénat vendredi dernier, comment envisagez-vous la représentation et la participation des enfants au sein de nos instances? Vous avez parlé de priorité à écouter et à entendre nos enfants, afin qu'ils disposent d'une véritable voix au chapitre et pour que les mesures adoptées répondent pleinement à leurs besoins. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Olivier Servat. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. Je souhaiterais aborder 2 sujets. Premièrement,
Le 8 août 2023, nous avons fait adopter, mon collègue Mathieu Azin et moi, au nom du groupe Lyot, une proposition de loi visant le principe de continuité territoriale en Outre-mer. Dans ce texte, avec le soutien du gouvernement, nous avons prévu qu'à terme, l'ADOM, l'Agence de l'Outre-mer pour la mobilité, prenne en charge les titres de transport des victimes de violences intrafamiliales, rapatriées de l'Outre-mer vers l'Hexagone dans le cadre de leur mise en sécurité. Pour rappel, quand l'Hexagone enregistre 2,7 violences intrafamiliales pour 1000 habitants, la Guadeloupe compte 4,5 en 2022. Comme nous l'avons souligné dans le cadre du rapport d'information relatif à la lutte contre les violences faites aux mineurs en Outre-mer, rédigé au nom de notre délégation, dont j'ai été le co-rapporteur. La notion de victime doit englober les conjoints, les conjointes, mais aussi indéniablement les enfants, trop souvent mis à l'écart des dispositifs en présence. Ainsi, Madame la Ministre, souhaiteriez-vous envisager cette mise en place de façon rapide et cruciale? Deuxièmement, plusieurs travaux ont mis en lumière le système complexe et les effets délétères de la prestation de services unique PSU sur l'accueil des enfants en crèche, mais aussi sur les professionnels. Dans son enquête Les Ogres, le journaliste Victor Castanet confirme les constats déjà effectués par l'IGAS, où la commission d'enquête parlementaire, la PSU qui repose sur une tarification horaire, encourage la suroccupation. Les établissements cherchent en effet à combler toutes les potentielles heures vides au détriment d'un accueil de qualité. Il y a aujourd'hui un consensus pour revenir sur le financement horaire et le remplacer par un financement forfaitaire, plus respectueux des besoins des enfants, des familles, des professionnels. Êtes-vous prête à travailler sur une telle réforme? Je vous remercie. Merci beaucoup. Et pour finir ce premier tour de table, Madame Soumia Bouroua. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Je souhaite vous interroger sur la situation dramatique de nombreux enfants qui se retrouvent à la rue avec leurs parents. Pour beaucoup, l'unique alternative est de dormir dehors, y compris durant les nuits d'hiver. Les chiffres qui sont publiés par le baromètre Enfants à la rue révèlent une réalité qui est alarmante. En août 2024, il y avait 2043 enfants qui n'ont pas trouvé de solution d'hébergement après que leur famille ait sollicité le 115, et un chiffre en hausse de 120% par rapport à 2021. Voilà, ces données nous rappellent combien il y a urgence d'agir pour protéger ces enfants. Ils méritent un toit, un lit chaud et surtout la sécurité nécessaire pour grandir dignement. Dans ma circonscription, de nombreux cas m'ont été signalés récemment à la suite des expulsions qui sont survenues juste avant le début de la trêve hivernale. Donc il y a quelques jours, une famille avec 2 enfants m'a contacté, sans domicile. Ils vivent dans une grande précarité, qui sont contraints d'alterner entre des nuits chez des amis, dans un gymnase ouvert illégalement par une école, ou encore à l'hôtel grâce aux mesures d'urgence qui est fait par les mairies. Ces situations illustrent les difficultés que rencontrent de nombreuses personnes dans les circonstances similaires. Les aides qui sont proposées sont temporaires et ne constituent aujourd'hui pas une réponse structurelle à cette crise humanitaire. Les centres d'accueil et le 115 sont dépassés, vous le savez, et ne répondent plus à la demande croissante d'aide et d'hébergement d'urgence. Il n'existe pas ou très peu de logements d'urgence pour répondre à ces situations. Des vies, notamment celles des enfants, sont mises en danger, ce qui conduit régulièrement à l'intervention de l'ASE, qui peut aller jusqu'à des placements des enfants, laissant les parents dans des profondes détresses. Donc, Madame la Ministre, je pense qu'il est inacceptable qu'un pays comme le nôtre tolère de telles indignités, et je voudrais savoir ce que vous comptez entreprendre concrètement et rapidement dès aujourd'hui pour garantir qu'aucun enfant ne soit contraint de dormir dans la rue cet hiver et au-delà. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. Sur vos questions très variées, je laisse la parole à Madame la Ministre. Merci, Madame la Présidente. Alors, je vais essayer de répondre à vos questions en les prenant dans l'ordre. Madame la députée Parmentier, vous me parlez évidemment de la pauvreté infantile. C'est un sujet puisque cela touche, mais pas que, principalement des familles monoparentales. 41% des enfants qui vivent dans des familles monoparentales sont en grande précarité. Plus globalement, sur la question de la pauvreté portée avec mon collègue Paul Christophe, c'est avant tout le plan de solidarité, le pacte solidarité qui est mis en place afin de prévoir un certain nombre de mesures en faveur des enfants, notamment en ce qui concerne
l'accès à des places de crèche pour tous les enfants, notamment sur les crèches AVIP. C'est aussi la lutte contre la malnutrition. Vous m'avez parlé de la cantine à 1 euro. C'est un plan qui se développe, bien évidemment, et que Paul Christophe travaille en lien avec les collectivités pour faire en sorte, je ne suis pas en capacité de vous donner une évaluation précise de cette cantine à 1 euro, mais ce que je sais que c'est un enjeu fort et que ça a des conséquences réelles pour les enfants qui n'ont pas 3 repas par jour, et que ça assure au moins un repas, et qu'il y a une mobilisation forte du ministère des Solidarités pour développer et faire en sorte que le plus grand nombre de collectivités... Pardon ? Je sais bien, mais... Cette cantine à 1 euro, écoutez, c'est la mobilisation des communes principalement et des départements pour les collèges. Et l'engagement de Paul Christophe, c'est de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus, parce que c'est un axe fort du plan solidarité, du pacte solidarité, qu'il y ait de plus en plus de communes qui adhèrent et qui s'engagent dans ce programme. Oui, mais c'est là. Effectivement, mais c'est pas le fait que ce soit toutes les communes, c'est le fait qu'il y ait de plus en plus de communes qui s'engagent dans ce dispositif, tout comme l'accès au petit déjeuner, dont l'évaluation aujourd'hui pointe un certain nombre de difficultés. C'est aussi dans le plan Pacte Solidarité, c'est l'accès aux vacances, notamment avec le pass colo, et les aides qui sont apportées aux familles les plus en difficulté. Pour ce qui est de la monoparentalité, qui est un axe clé de mon ministère, c'est de faire en sorte qu'il y ait une sécurisation financière, notamment grâce à la RIPA et au versement des pensions alimentaires et de l'allocation de soutien familial pour ces familles monoparentales, pour garantir l'accès à une ressource et éviter la précarisation. Donc il y a un plan fort qui est en train d'être mené, mais je sais que sur la monoparentalité, il y a énormément de propositions provenant des parlementaires qui sont en cours et qui sont travaillées actuellement. Je sais qu'il y a un groupe transpartisan ici à l'Assemblée nationale. J'ai pu rencontrer le député Brun l'autre jour, qui m'a fait part des propositions qu'il intègre dans sa proposition de loi. Je sais qu'il y a d'autres textes. Le Sénat a travaillé aussi sur des propositions, notamment via les travaux portés par Xavier Iacovelli ou par la délégation aux droits des femmes du Sénat. Ce qui est important, c'est que nous arrivons à trouver sur ce sujet transpartisan des dispositions qui peuvent effectivement éviter la plus grande précarité de ces familles monoparentales qui sont aujourd'hui de plus en plus nombreuses, puisque un enfant sur 5 vit dans une famille monoparentale. Et là aussi, je serai très attentive à toutes vos propositions sur ces sujets-là et sur ce sujet de la monoparentalité. Pour Madame la députée Dubré-Chirat, vous m'avez parlé notamment des enfants placés et des problèmes de psychiatrie. Nous avons des dispositifs de santé qui sont expérimentés actuellement, Santé protégée et Pégase. Les retours d'évaluation qui étaient menés dans le cadre de l'article 51 ont démontré tout l'effet bénéfique de ces dispositifs quand ils ont été mis en place, notamment de ces parcours coordonnés de soins, que ce soit pour Pégase chez les plus jeunes enfants ou que ce soit pour santé protégée sur les enfants plus âgés mais placés à l'aide sociale à l'enfance. Nous travaillons aujourd'hui pour leur généralisation dans les plupart des délais qui est acquise. Il faut que nous trouvions le meilleur dispositif de coordination à l'échelle de l'ensemble des départements et le financement évidemment de cette généralisation, mais nous y travaillons. C'est un enjeu fort et c'est un enjeu fort parce qu'on voit les effets réels à la fois sur le recul des hospitalisations des enfants placés à l'ASE et de l'accès aussi à l'urgence pédiatrique pour ces enfants-là et un accès plus développé notamment aux soins ORL et aux soins ophtalmologiques et donc une volonté. Alors après, j'adhère à ce que vous dites sur l'importance de la santé scolaire en matière de prévention. Hier soir, j'étais au
au gala donné par Céline Gréco sur son déploiement de son dispositif Impact, et elle racontait son parcours, et elle disait très clairement que c'est l'infirmière scolaire qui l'a sauvée et qui l'a sortie de la situation et des violences intrafamiliales dont elle faisait l'objet, et qui a permis de rebondir grâce à son placement et grâce à son évolution. Donc on voit bien, mais vous le savez comme moi, que c'est lié à un problème de démographie médicale principalement, et du peu d'accès aujourd'hui des personnels de santé sur cette santé scolaire, et nous devons évidemment y travailler. Sur l'ordonnance de protection, évidemment, il faut évoluer avec la justice. Alors je serai très preneuse de vos propositions. Il y a une proposition qui a été portée au Sénat la semaine dernière pour mettre en place une ordonnance de sûreté. Finalement, les sénateurs ont préféré l'extension de l'ordonnance de protection aux enfants victimes de violences dès lors qu'il n'y avait pas de violence entre les parents. Voilà, je ne sais pas si le texte viendra à l'Assemblée nationale ou si nous aurons d'autres dispositions. Mais évidemment, il faut travailler avec la justice. C'est un enjeu. Nous ne pouvons pas faire évoluer l'aide sociale à l'enfance et la protection des enfants si nous ne travaillons pas avec la justice et nous ne faisons pas adhérer les magistrats, les juges pour enfants, les procureurs de la République à cette évolution nécessaire. Madame la députée Maximi, écoutez, j'entends votre analyse de mon peu d'entrain et de portage. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'essentiel n'est pas d'être dans les médias, mais bien d'agir au quotidien. J'ai rencontré aujourd'hui les représentants de l'association Pas de bébé à la consigne, donc nous avons pu échanger. J'ai fait part de plusieurs reprises des dispositions concrètes que je souhaitais mettre en place pour éviter les dysfonctionnements dans les crèches, et notamment dans certaines crèches portées par des entreprises privées à but lucratif, mais pas seulement. Je vous ai parlé du référentiel qualité, je vous ai parlé de l'extension et de la meilleure coordination des contrôles, je vous ai parlé des rapports de l'IGAS, le travail qui est porté par le comité de filière avec des annonces qui va déboucher sur des travaux très prochainement. Bref, je pense que nous agissons, peut-être sans bruit, mais la volonté, c'est que concrètement, nous puissions mettre en place des actions et travailler avec tous les partenaires. Vous savez que beaucoup de choses sont portées par les départements, sont portées par les communes, et nous devons les travailler avec eux pour faire en sorte qu'il y ait une protection plus adaptée et plus qui garantisse une protection de tous les enfants sur tous les territoires. C'est l'engagement que nous avons pris au Congrès des départements de France jeudi dernier. Et si je vous parlais des 20 minutes, c'était un exemple qui venait alimenter la réflexion sur les taux d'encadrement. Quand je vous ai dit que les taux d'encadrement, c'était un enjeu, mais ce n'était pas le seul enjeu. Ce qui était important, c'était la qualité de l'accompagnement, la qualité de la prise en charge, de l'éveil, de l'épanouissement des enfants, notamment dans les pouponnières. Madame la députée Hadi Jadeh, j'espère que je dois mal prononcer votre nom, j'en suis désolée. Vous me parlez des contrôles des départements. Effectivement, on ne peut pas considérer que les départements qui doivent être jugés partis doivent être les seuls à contrôler les structures. Certes, il doit y avoir du contrôle interne, ça c'est essentiel, mais il faut qu'il y ait une meilleure coordination dans des inspections-contrôles sous le pilotage de l'État, ne serait-ce que, pour vérifier que les départements utilisent bien les fonds publics à destination des politiques publiques de protection de l'enfance, et de faire en sorte aussi que les garanties d'accueil dans les établissements de l'aide sociale à l'enfance soient assurées. Et c'est l'objectif des inspections-contrôle et du plan d'inspection-contrôle qui doit être déployé chaque année par les départements. Monsieur le député Bazin, vous me parlez du référentiel des bâtiments, de la réforme de la PSU, du modèle économique aujourd'hui des structures petite enfance. Effectivement, aujourd'hui, nous devons avoir une réflexion globale. Nous devons être assurés que la base du cadre qui s'impose aux structures petite enfance n'est pas qu'une base sécuritaire, même si elle est importante, mais de qualité. Et en ce qui concerne en ce qui concerne les financements des structures qui,
une des difficultés aujourd'hui, parce qu'on voit bien la pression que cela fait peser sur les gestionnaires des structures petite enfance. On a vu aussi les dérives qui ont été documentées de l'utilisation des fonds publics par certaines structures. C'est la volonté de remise à plat. C'est pour ça que j'ai lancé avec la CNAF, qui est le porteur de la COGE et donc du financement des structures petite enfance, le chantier de la refonte des financements. Mais ce dont nous devons nous assurer, c'est qu'en reposant les bases de ce chantier du financement, on s'assure bien que ça ne se fasse pas au détriment de la création de places de crèche. C'est pour ça qu'il y a tout un travail technique extrêmement complexe qui doit être mené, et nous ne devons pas adopter un dispositif moins 10 ans par rapport à ce qui existe. C'est pour ça que ça va prendre un peu de temps. La COGE 2023-2027, elle est très bénéfique, hein, et c'est une très bonne COGE qui a été négociée. Nous verrons si nous pouvons l'aménager. Néanmoins, ce qu'il ne faut pas, c'est ce que je vous disais, c'est que ça se fasse au détriment des structures existantes. Mon objectif et mon enjeu, c'est qu'on crée plus de places de crèche, c'est qu'on mobilise par le service public de la petite enfance les élus locaux, notamment communaux et intercommunaux, pour qu'ils ouvrent des places de crèche soutenues par l'État avec le fonds qui va accompagner la mise en place du service public de la petite enfance, soutenues aussi par les financements que nous disposons dans le cadre de la COGE pour aider à la création de nouvelles places de crèche. Monsieur le député Roux, vous me parlez effectivement d'une situation qui relève des juridictions d'Orléans, pardon, excusez-moi. Alors, la difficulté, c'est que ça relève de la justice, donc je ne prendrai pas d'engagement pour mon collègue, le garde des Sceaux, Didier Migaud, mais nous devons travailler ensemble à une meilleure coordination. Je dis, un des écueils aujourd'hui de la protection de l'enfance, c'est la difficulté, et vous releviez le nombre de décisions de justice qui ne sont pas exécutées, et moi, on me dit aussi que certains magistrats se freinent dans les décisions de justice qu'ils prennent, parce qu'ils savent que derrière, il n'y aura pas forcément de solution. Ça n'est pas satisfaisant, et nous devons mieux coordonner les décisions prises par les magistrats, l'exécution, les mesures d'exécution prises par les départements, et c'est, à mon avis, le rôle des comités départementaux de protection de l'enfance, qui aujourd'hui existent dans 10 départements et dont on espère et j'ai demandé une évaluation rapide pour espérer une généralisation, puisqu'avec les comités départementaux de protection de l'enfance, il y a aussi la mise en place de délégués départementaux de la protection de l'enfance placés auprès des préfets. Ils sont 9 aujourd'hui, ce qui permet de mieux coordonner et de mieux suivre l'interministérialité, à vrai dire, sur le terrain de ces mesures. Les lois existent, et M. le député Bazin l'a dit tout à l'heure, les lois existent, les dispositifs existent. Maintenant, il faut s'assurer qu'ils soient correctement appliqués jusqu'au dernier kilomètre, c'est-à-dire que les acteurs locaux, les départements, les collectivités locales appliquent. Notamment, je pense, parce que la nécessité de prioriser ou de favoriser le placement individuel vers des tiers dignes de confiance, vers des familles d'accueil, eh bien, il appartient véritablement qu'on ait les moyens pour pouvoir mettre en place les enquêtes socio-éducatives autour de l'enfant pour vérifier s'il n'y a pas dans sa famille une tante, un oncle, un cousin, quelqu'un, un référent qui serait à même de prendre en charge l'enfant et de faire peut-être évoluer, j'en suis sûre, le statut de ces tiers dignes de confiance. On y travaille. Madame la députée Piron, alors l'intitulé de mon ministère a beaucoup fait jaser au moment où j'ai pris mes fonctions. On m'a dit de la famille, de la petite enfance. Moi j'ai dit de la famille, peu importe, parce que ce qui compte pour moi c'est l'enfant. L'enfant a une famille, quelle qu'elle soit, diverse, dans sa diversité, dans toutes ses formes. Et ce qui m'importe, c'est l'environnement familial qui correspond à l'enfant. Et ce qui compte avant tout, c'est la protection de l'enfant. Alors, de la petite enfance, je pense, c'est vrai que j'ai jamais eu cette discussion avec le Premier ministre, que c'est sûrement parce qu'il voulait mettre le focal sur la politique prioritaire du service public de la petite enfance. Mais rassurez-vous, dans mon décret d'attribution, il y a l'enfance.
Donc l'important, c'est de couvrir largement. Concernant la représentation des enfants dans les instances, effectivement, c'est un enjeu fort et on a vu la mobilisation, donc notamment la dynamique des associations des droits de l'enfant pour ce sujet. J'ai eu la chance d'installer au Comité national de protection de l'enfant le 6e collège, qui est le collège des enfants placés de l'aide sociale à l'enfance, qui donc peuvent intervenir dorénavant en donnant leur avis concrètement sur les dispositions qui les concernent et sur les politiques publiques, puisque nous demandons l'avis du CNPE à chaque fois qu'il y a une politique qui concerne la protection de l'enfance. Et puis à Angers, la semaine dernière, quand j'ai rencontré de nombreux départements, beaucoup d'entre eux m'ont fait part de l'installation au niveau départemental d'un collège des enfants de l'aide sociale à l'enfance, et avec un vrai investissement pour accompagner ces enfants, écouter leurs paroles et la prendre en compte dans les mesures, puisque ce qui importe, et vous en êtes autant convaincus que moi, c'est d'entendre les enfants, mais de les écouter surtout, et de prendre en compte, parce qu'ils ont souvent un regard qui est parfois plus lucide, plus naturel, et puis surtout sur des dispositions qui les concernent directement. Monsieur le député Servat, effectivement, pour l'outre-mer, il y a un enjeu fort. Alors, je n'ai pas la réponse précise à votre disposition concernant la prise en charge des parents dans le cadre des mesures qui concernent la protection de leur enfant sur le principe de continuité territoriale, mais je serais très intéressée par ces mesures qui ont été prises et par l'adaptation de nos dispositifs aux spécificités de l'outre-mer. Donc je n'ai pas d'éléments plus précis. Par contre, sur la PSU, bien évidemment que ça rentrera dans le cadre du chantier que j'ai lancé avec la CNAF pour faire en sorte que cela concerne évidemment toutes les structures petite enfance. Enfin, Madame la députée Brouhaha, pardon, juste pour dire que, alors je pense qu'elle nous a quittés, mais sur les enfants à la rue, c'est un sujet effectivement que nous travaillons avec Valérie Létard, parce que ça relève de sa compétence, pour trouver des solutions et permettre d'éviter qu'il y ait des enfants qui dorment dans la rue. Nous pouvons nous en satisfaire. Madame la ministre, j'ai encore 4 collègues qui veulent vous poser une rapide... 5, est-ce possible? Est-ce que vous avez encore le temps? Très bien. Je vais commencer par Madame Hervieux. Merci, bonjour Madame la Ministre, ravie de vous voir, de vous rencontrer. J'ai envie de vous dire rapidement de tenir bon, Madame la Ministre, parce que je pense que la tâche qui va être la vôtre est compliquée. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on est dans un moment de réduction budgétaire, on le sait. Moi, je travaille beaucoup sur les sujets de la petite enfance. Je voudrais adresser un courrier dans ce sens pour vous alerter sur un secteur qui est en crise, mais mes collègues l'ont dit. Ils ont évoqué les questions de financement. Il y a vraiment urgence. Il ne faut pas attendre la COG 2028. Il faut réformer maintenant le système. Et pour le coup, la PSU est dénoncée par l'ensemble des acteurs, publics, privés et associatifs. Donc c'est vraiment un enjeu majeur. Sur les professionnels, on parle de crise d'attractivité. Je sais que Madame Laitier, à travers le comité de filière, fait un travail qui est intéressant, qui est important. Vraiment, je salue ce travail. Je sais que le gouvernement essaye de faire des efforts, mais maintenant, la tâche que vous allez avoir, c'est de dire les moyens ne sont pas au rendez-vous. Et on va vous rétorquer qu'il faut faire des économies. Et vous irez, j'espère, et nous serons à vos côtés si c'est le cas, pour dire non. Là, sur l'enfance, sur la petite enfance, on va dans le mur. On va dans le mur parce qu'on a des professionnels qui sont à bout, qui sont des femmes qui sont invisibilisées. Moi j'étais avec elles ce matin, nous sommes dirigés vers votre ministère. Très bien que vous les ayez reçus. Les professionnels ne sont pas suffisamment rémunérés. Il y a des vrais problèmes autour des conditions de travail. Et ça concerne tout le secteur. Ça, c'est le service public. Le SPPE, on ne peut pas le décréter. Il faut des moyens alloués aux collectivités. On n'a pas les moyens aujourd'hui d'augmenter les salaires. Et donc, c'est une boucle néfaste pour l'attractivité. Premier point sur le service public. Deuxième point, sur le privé lucratif, rapidement, il faut réguler, il faut poser une pierre, il faut qu'il y ait un mouvement, une parole politique publique, parce qu'on a l'IGAS, on a les journalistes, tout le monde fait le travail. Et maintenant, il faut que les pouvoirs publics réagissent. Et c'est votre responsabilité, donc j'espère que vous serez à nos côtés. J'ai déposé une PPL dans ce sens. Il faut régulariser le système du privé lucratif. C'est 1 place sur 2 aujourd'hui en crèche. Donc ça, c'est pas possible. On a des acteurs publics qui font très bien le travail, il faut les soutenir. Et il faut à un moment donné qu'on se dise la marchandisation du secteur petite enfance, il faut y mettre un frein parce que ça ne garantit absolument pas une qualité d'accueil pour nos jeunes enfants. Merci beaucoup. Madame Alexandra Martin.
Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Le plan de lutte contre les violences faites aux enfants 2023-2027 vise à renforcer la prévention, la détection et la prise en charge des enfants victimes de violences physiques, psychologiques ou sexuelles. Ce plan ambitionne de mettre fin à l'impunité des auteurs des violences et d'améliorer les réponses des institutions et des professionnels face à ces situations tragiques. Cependant, les premiers retours sur la mise en œuvre de ce plan relèvent plusieurs défis à surmonter. Bien que des mesures concrètes aient été prises, telles que la formation renforcée des professionnels, la mise en place d'un numéro spécifique d'urgence, la généralisation des référents violences dans les écoles et structures médico-sociales, des lacunes persistent, en particulier les violences psychologiques et l'exposition aux violences conjugales, qui touchent souvent les enfants de manière invisible, demeurent des enjeux de détection et d'accompagnement difficiles. De plus, certaines régions rencontrent encore des difficultés d'accès aux dispositifs de soutien spécialisés et des délais d'intervention demeurent trop longs dans certains cas. Quelles actions supplémentaires envisagez-vous pour renforcer la mise en œuvre de ce plan ? En particulier en ce qui concerne la détection précoce des violences invisibles, l'amélioration des délais d'intervention, ainsi que la coordination entre les différents acteurs qui est essentielle pour offrir un parcours de prise en charge plus rapide et mieux adapté aux besoins des enfants victimes. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Stéphane Vogetta. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Je souhaitais rebondir sur le numérique. Alors malheureusement, je suis arrivé un peu tard dans votre exposition, et juste au moment où vous étiez en train de mentionner ce sujet. Moi, ce qui m'a peiné cette année, c'est de voir que la commission enfants-écran qui avait été mise en place et qui avait travaillé durement au cours de l'hiver pour présenter au président de la République un rapport le 1er mai, un rapport pour lequel j'avais notamment été auditionné aux côtés de nombreux de mes collègues députés, eh bien cette commission finalement n'a pas servi à grand-chose, puisque le président de la République avait demandé à son gouvernement de l'époque de lui remettre une série de préconisations et de réformes sous les 6 semaines, sauf que la dissolution est arrivée et que tout ça est resté en l'air. Résultat, aujourd'hui, on a des conclusions qui sont évidentes et vous les avez répétées. Il y a un consensus croissant dans la société sur le fait que l'exposition excessive aux écrans est nuisible, et voire nocive, et voire même dangereuse à partir d'un certain moment, et en particulier pour les petits-enfants. Il ne s'agit pas seulement de l'exposition au contenu inapproprié, mais bien du temps d'écran. Alors ma question, c'est qu'est-ce que nous pouvons faire ? Avec mon collègue Arthur Delaporte, nous avons fait la loi influenceur, nous avons envie de continuer à travailler sur le sujet. Vous-même, vous avez mentionné, et c'est la seule note que j'ai prise aujourd'hui, que vous étiez prête à interdire, ou en tout cas, vous dites il faut interdire ce qui doit l'être, mais que pensez-vous nécessaire d'interdire afin de mieux protéger nos enfants ? Est-il possible d'interdire quelque chose qui protégerait effectivement nos enfants d'un temps excessif d'usage des écrans ? Merci beaucoup. Madame Nathalie Collin-Osterlé. Merci Madame la Présidente. C'est bon. Donc, merci Madame la Présidente et merci Madame la Ministre d'être parmi nous aujourd'hui. Ma collègue Alexandra Martin en a parlé tout à l'heure. Le plan de lutte contre les violences faites aux enfants qui a été présenté par le gouvernement en novembre dernier, novembre 2023, marque une avance importante dans la protection de l'enfance face aux violences intrafamiliales. Cependant, il nous semble important de connaître l'état d'avancement de ce plan pour s'assurer que les engagements qui ont été pris se traduisent concrètement sur le terrain. Et dans ce cadre, il nous semble important d'obtenir un point d'étape sur la mise en œuvre des mesures qui visent à prévenir les violences intrafamiliales et conjugales impactant les enfants, les dispositifs qui sont effectivement déployés pour accompagner les enfants identifiés comme victimes ou témoins de violences, les outils mis à disposition des professionnels pour repérer le plus en amont ces situations. Par ailleurs, il est primordial de rappeler que les enfants qui sont exposés aux violences conjugales ou qui sont victimes collatérales de féminicide subissent des traumatismes profonds, durables, qu'ils soient témoins directs des violences ou indirectement affectés par leur environnement familial. Cette réalité, bien que largement documentée, appelle à un renforcement des dispositifs spécifiques en leur faveur. La loi du 18 mars 2024 vise à renforcer la protection et l'accompagnement de ces enfants. Cependant, des préoccupations subsistent quant à la mise en œuvre effective de ces dispositions. Pourriez-vous préciser dans ce cadre quels moyens supplémentaires seront déployés pour améliorer la prise en charge psychologique et éducative des enfants qui sont touchés par ces violences ? Quelles mesures spécifiques sont envisagées pour mieux protéger ces enfants et prévenir
les conséquences graves liées à ces expositions, notamment dans le cas des féminicides, où le parent survivant est souvent en difficulté pour garantir leur stabilité. Et enfin, comment votre ministère entend-il garantir une meilleure coordination entre les acteurs sociaux, judiciaires, associatifs pour répondre à cette problématique? Merci beaucoup. Et pour terminer, Madame Sylvie Bonnet. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, avec mon collègue des Ardennes, Pierre Cordier, nous avons été alertés sur la détresse de nombreuses personnes nées d'une mère ayant accouché sous le secret. Il y a environ 400 naissances sous X chaque année dans le pays. Cette procédure évite d'ajourner un drame à la détresse en permettant que la naissance se passe dans les conditions optimales de sécurité pour la mère comme pour l'enfant à l'hôpital. Toutefois, cela prive en contrepartie l'enfant de l'accès à ses origines, alors que ce droit a été consacré par la Convention internationale des droits de l'enfant, signée par la France en 1990 et par la Convention européenne des droits de l'homme. Plusieurs évolutions législatives sont venues renforcer l'information délivrée à la femme enceinte, notamment sur la possibilité de laisser à son enfant des informations précises concernant ses origines. Généalogie, antécédents médicaux, contexte de la grossesse. Par ailleurs, la jurisprudence française accorde une importance de plus en plus grande au droit de l'accès aux origines, avec par exemple la reconnaissance par plusieurs décisions de justice des droits du père ou des grands-parents de l'enfant né sous X. Dans ce contexte, le collectif des nés sous X, d'ici ou d'ailleurs, rappelle que la France et la Pologne sont les 2 seuls pays européens à interdire les tests génétiques dans le cadre de la recherche de ses origines. Ce collectif estime également qu'il serait souhaitable de trouver un meilleur équilibre entre les intérêts de la mère et ceux de l'enfant, avec un accouchement dans la discrétion plutôt que dans l'anonymat total. Ma question est la suivante. Quelles sont les pistes que vous pourriez mettre en œuvre dans le cadre de vos fonctions afin de permettre aux personnes nées sous X d'avoir accès à leur origine? Merci. Madame la ministre, je vous laisse la parole pour répondre à ces dernières questions. Merci, Madame la Présidente. Madame la députée Hervieux, alors je sais que vous avez posé une question d'actualité au gouvernement tout à l'heure sur ce sujet qui vous tient à cœur et que nous aurons un débat sur votre proposition de loi au mois de décembre, je crois, très exactement. Je partage vos remarques sur la nécessité aujourd'hui de remettre à plat le financement des structures petite enfance sur la PSU, donc et plus globalement même sur les micro-crèches PAGE, sur le CIFAM, enfin sur l'ensemble des dispositifs. C'est pour ça que la volonté, c'est vraiment de remettre à plat l'ensemble des dispositifs et d'avoir une vision globale pour ne pas faire de la rustine et retourner dans des dysfonctionnements qui ne trouveraient pas de solution. J'ai bien conscience que le service public de la petite enfance ne va pas tout solutionner. Néanmoins, moi, je crois beaucoup à la place des élus locaux, la place des maires et leur capacité véritablement à trouver les bonnes réponses adaptées. Parce qu'on voit que d'un territoire à l'autre, en matière de petite enfance, c'est-à-dire que je suis allée dans le Tarn, je suis allée en Saône-et-Loire, enfin j'ai déjà visité beaucoup de structures petite enfance, et que ce soit une MAM ou que ce soit une crèche de 20 ou 30 berceaux, que ce soit une micro-crèche, que ce soit des assistants maternels, que ce soit parfois même, j'ai vu des modes de garde itinérants. Bref, il y a plein de solutions qui peuvent être imaginées parce que l'objectif, c'est que on trouve les modes de garde les plus adaptés et qu'on ait une offre suffisante. Mais vous avez raison, il n'y aura pas de déploiement et de multiplication des modes de garde, des modes d'accueil, de la petite enfance si nous n'avons pas de professionnels. Et aujourd'hui, l'enjeu fort, c'est celui de l'attractivité des métiers, notamment des métiers de l'humain. J'ai oublié de répondre tout à l'heure à une question qui est celle des parcours. Je pense qu'aujourd'hui, et c'est tout le travail que mène le comité de filière, et vous avez raison qu'il faut maintenant déboucher sur des réflexions et des actions concrètes. Il y a une question de rémunération, mais pas tant que ça, parce que la rémunération a été augmentée dans le cadre des accords Ségur notamment. Alors, il reste encore certaines
certaines entreprises privées qui ont du mal à mettre en place des accords de branche pour pouvoir bénéficier du bonus attractivité. Néanmoins, il n'y a pas simplement une question de rémunération, il y a une question aussi de conditions d'exercice de la profession, de temps d'échange des pratiques, de capacité à pouvoir avoir des réunions collectives, d'être accompagné. Je pense que ça, le service public de la petite enfance pourra y participer par des professionnels référents à l'échelle communale ou intercommunale. Et c'est l'enjeu, effectivement, de ce déploiement du SPPE et aussi de l'accompagnement de l'État, des collectivités territoriales, des communes et des intercommunalités pour justement avoir un meilleur accompagnement des professionnels. Et puis ça pose aussi la question de la validation des acquis d'expérience, des parcours de formation, des capacités de stage, d'insertion, etc. Je disais, je viens du monde de l'insertion des jeunes. J'étais présidente de ma mission locale il y a encore 2 mois. Et je rencontrais souvent des jeunes filles. Ils me disaient, je voudrais travailler avec des enfants. Et au final, elles travaillaient rarement avec des enfants. Donc il y a bien un blocage entre le désir et la réalisation. Et on voit bien que là, il faut qu'on travaille ensemble. Parler de parcours sup tout à l'heure, c'est un sujet, mais pas que. Donc voilà, et sur le privé lucratif, nous avons fait des annonces. Alors j'attends les retours du rapport de l'IGAS sur la Maison Bleue très prochainement, qui va donner des clés de lecture sur l'ensemble des entreprises. Il y a une procédure qui est engagée, vous le savez, contre People and Baby. Voilà, et donc aujourd'hui ça évolue. Et puis il y a la possibilité effectivement pour l'IGAS de faire d'autres contrôles structures pour vérifier que l'utilisation des fonds publics ne se fait pas au profit de dirigeants, mais bien au profit de la qualité de l'accueil. Et ça, nous serons absolument très attentifs. Madame la députée Martin, vous me parlez effectivement d'un sujet qui est celui des violences et de la détection des violences faites aux enfants. C'est le rôle principalement du 119 aujourd'hui, porté par le GIP Enfance Protégée. Nous avons déployé les moyens du GIP qui a pu recruter... Ça rejoint aussi la question de la députée Colin Serlet, qui a pu recruter 5 équivalents temps plein supplémentaires pour étoffer son offre d'écoute et déployer aussi une écoute à l'égard des professionnels pour que les professionnels puissent détecter et mieux signaler ces violences et ces violences faites aux enfants. Notamment à l'intérieur des violences intrafamiliales, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que on a beaucoup agi sur les violences entre les époux, entre les conjoints, pardon, mais qu'il y a aussi des cas dans lesquels il n'y a pas de violence entre les conjoints, mais des violences à l'égard des enfants, et que cela demande véritablement de trouver le bon moyen de détection. Alors Florence Dabin, j'en parlais tout à l'heure, a aussi fait un rapport. Nous sommes en train d'analyser pour trouver les réponses concrètes sur ces faisceaux d'indices pour qu'ils remontent plus rapidement et qu'on ait cette détection plus régulière. Pour ce qui concerne la prise en charge, c'est le développement aussi des UAPED pour libérer la parole de l'enfant. Dans le PLF, il y a des moyens supplémentaires pour déployer 25 UAPED. Il y en a 147 aujourd'hui, 25 supplémentaires pour en avoir une par ressort de juridiction. Je sais que Madame la Présidente Goulet a souhaité aussi accentuer, développer, mettre plus de moyens sur les UAPED. Bon voilà, c'est en train de faire son chemin législatif et plus il y a de moyens, évidemment, plus on développera les UAPED, plus on aura d'outils efficaces pour entendre la parole et détecter ces violences le plus tôt possible. Monsieur le député Vogetta, vous me parlez effectivement des écrans. C'est un sujet sur lequel, alors moi je regrette qu'il y ait eu un stop and go dans les travaux et les contributions qui sont les vôtres. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de rencontrer quelques acteurs de ce sujet-là. Je n'ai pas encore fait très clairement le tour complet de la question. Néanmoins, nous avons la volonté de mettre en place des mesures fortes. Je pense que les écrans avant 3 ans, c'est une vraie difficulté. Moi, je serais assez favorable à l'interdiction des écrans pour les enfants de moins de 3 ans. Après, il faut voir comment cela peut concrètement se mettre en place, parce que nous n'irons jamais dans la famille, hein. Donc au moins dans les lieux publics et dans certains... Puis faire passer des messages aussi d'éducation. Moi, je suis frappée par la demande des parents d'aide sur ces sujets-là.
L'autre jour, j'étais inaugurer une école à côté de chez moi, et magnifique, etc. Je vois des parents d'élèves, ils m'ont pas tellement parlé des conditions de scolarisation de leurs enfants, etc. Ils m'ont tous parlé des écrans et des difficultés qu'ils avaient à gérer dans leur famille ces écrans avec les enfants. Donc là, il faut qu'on déploie des aides pour les parents et en fixant un certain nombre de limites. Il y a tout un travail qui est fait aussi avec le contenu. J'ai vu l'ARCOM l'autre jour qui travaille sur ce sujet-là pour effectivement dorénavant avoir notamment un contrôle sur l'accès aux images pédopornographiques. Bref, il y a des vrais sujets, mais je suis très preneuse de vos travaux et on pourra peut-être se rencontrer pour échanger plus durablement sur ces questions-là. Madame la députée Colin Osterlé, alors effectivement, le plan de violence faite aux enfants, c'est un plan qui a un engagement 2023-2027 avec 22 mesures qui sont quasi toutes opérationnelles. Alors j'ai parlé du 119 avec les 5 ETP, c'est 1 million d'euros supplémentaires. On vient d'attribuer à 41 associations des financements à hauteur de 2 millions pour définir des supports de prévention pour la sensibilisation des jeunes et des enfants à ces violences faites aux enfants. De même qu'il y a une mallette pédagogique qui est en cours de constitution sur le repérage et le signalement qui est porté par l'association contre les violences sur les mineurs. C'est 330 000 euros qui sont dévolus à cette association pour déployer cette mallette pédagogique. Nous avons fait et paraître en juillet dernier une instruction au préfet pour qu'il y ait des remontées des départements sur les inspections, contrôles des établissements de protection de l'enfance pour là aussi signaler toutes ces violences et ces risques. Nous avons déployé le décret en juin dernier sur l'honorabilité. Vous savez, cette obligation pour tous les professionnels, familles d'accueil, l'environnement des familles d'accueil, des assistantes maternelles, d'obtenir le certificat d'honorabilité. C'est le déploiement aussi de l'écoute et de l'orientation via le CRIAS pour les personnes qui sont attirées sexuellement par les enfants. C'est 100 000 euros qui ont été dévolus pour que les personnes puissent appeler et qu'on les aide avant le passage à l'acte. C'est le développement des UAPED, j'en ai parlé. C'est le développement du kit enfants victimes pour mieux appréhender la justice qui est porté par France Enfants Victimes, qui est en cours. Il y aura une communication pour relancer le 119 qui va être aussi relancé au niveau national. Ce sont les postes de délégués départementaux de la protection de l'enfance, les 10 postes que j'espère pouvoir étendre. Et puis, c'est aussi un investissement dans la recherche à hauteur de 350 000 euros. Vous voyez, ce plan est largement déployé et déployé de manière concrète avec des financements. Et enfin, c'est aussi parce que vous en avez parlé, et c'est la meilleure coordination avec les comités départementaux de protection de l'enfance. J'en ai parlé tout à l'heure. Et c'est aussi la généralisation d'un dispositif qui est essentiel sur les enfants qui ont été témoins de violences intrafamiliales, soit parce que directement concernés, soit présents au moment des faits. Et donc, on généralise l'expérimentation avec une ordonnance de protection de 8 jours, une hospitalisation systématique pour une prise en charge globale, psychologique et sanitaire de ces enfants pour qu'ils soient en réactivité très rapidement, pris en charge, accompagnés, et qu'on mette en place aussitôt un protocole de soins et un accompagnement renforcé de ces enfants. Ça aussi, c'est un enjeu important. Et dernière question, Madame la députée Bonnet, sur les naissances sous X. Alors c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu sur ces naissances sous X, sur la nécessité de permettre aux enfants d'avoir accès à leurs origines. Ce sont des engagements. On a le même sujet avec l'adoption internationale. On y travaille avec le Conseil national de l'adoption. C'est un sujet sur lequel il faut que nous allions plus vite et plus fort, j'en suis convaincue. Alors, on me fait dire, voilà, ce que j'ai oublié de dire, c'est que c'est le GIP Enfance Protégée qui travaille sur ces sujets-là.
Oui, avec son Conseil national de l'adoption. L'adoption, Notamment, et qui héberge aussi le CNAOP, Voilà. qui est en lien avec les origines. J'ai 2 rebonds. Alors, je sais pas. Alors, attendez, ça dépend pas de moi. Madame la ministre, est-ce que vous avez le temps pour 2 rebonds? Oui. Allez. Mettez le micro. Ah, merci. Juste une seconde. À propos du régime juridique du GIP Enfance Protégée, justement, le décret du Conseil d'État, à ma connaissance, n'a toujours pas été publié et je sais que ça inquiète les agents du GIP. Merci. Et Madame Dubré-Chirat. Oui, juste 2 questions sur le Premier ministre a annoncé vendredi à Angers, aux Assises, qu'il allait laisser de l'autonomie aux départements. La question, c'est quid des différences entre les départements pour les gens qui sont frontaliers, qui ne trouvent pas forcément les mêmes démarches dans les départements. Et la deuxième, c'est aussi d'être attentif à la... On crée des places de crèche, mais parallèlement, comme on a le fait pour les écoles, on est en train de fermer quelquefois des MAM parce qu'on a moins d'enfants à venir en garde. Alors, effectivement, sur le GIP, le décret sur les accords cadres est en cours d'évaluation. Il vient d'arriver dans les services parce que le GIP vient de saisir les services de la DGCS sur ce décret accord cadre. Effectivement, la particularité du GIP, c'est qu'il y a beaucoup de personnels mis à disposition qui viennent d'administrations différentes et qui ont des conditions et d'exercice professionnels différents parce que c'est mis à disposition. On doit travailler sur une meilleure harmonisation, mais c'est prévu, oui, il faut que ce soit rapide parce que le GIP Enfance Protégée a eu quelques soubresauts à sa mise en place et là, il faut qu'on stabilise le GIP pour qu'il remplisse véritablement ses missions dont on a besoin. Donc, je vais veiller à ce que ça aille assez vite. Sur les frontaliers du Bréchirat, c'est un sujet, effectivement, mais qui pose toujours, on a toujours des déséquilibres. Hein. C'est clair que avec la Suisse, avec le Luxembourg, tous nos collègues qui sont dans ces zones-là font part à chaque fois des problématiques spécifiques. C'est vrai que il faut qu'on regarde un peu plus au cas par cas. Et votre dernière question concernait, j'avais une réponse. Oui, la démographie sur les places de crèche, c'est tout l'enjeu du schéma. C'est des schémas que doivent être réalisés par les collectivités, par les communes, qui vont pouvoir déterminer le besoin et l'offre en face et faire adapter. Quand il y a un besoin, il faut créer de l'offre. Après, ce dont on a besoin, mais c'est vrai pour la protection de l'enfance, c'est vrai aussi pour la petite enfance, c'est parfois de faire évoluer nos structures. Parce que les modes d'accueil correspondent aussi à l'évolution des besoins des parents. Donc, voilà. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Un dernier mot en parlant de décret. Ce n'est pas complètement votre ministère, c'est le ministère de la Justice. Mais je tiens à vous alerter sur le décret sur les administrateurs ad hoc. Oui. Puisqu'il pose beaucoup de questions. Le décret qui a été envoyé au CNPE pour études, visiblement il y manque la formation, mais il manque aussi le financement. Donc je tenais à vous alerter suite aux auditions que j'ai pu avoir notamment ce matin, même si ce n'est pas complètement votre ministère, j'en ai bien conscience, mais que vous l'ayez en tête. En tout cas, je vous remercie de nous avoir consacré autant de temps. Nous restons bien entendu à votre disposition pour tous les travaux que vous souhaiteriez. Et on vous souhaite surtout bon courage et on est ensemble pour faire avancer cette enfance. Merci beaucoup. Pour ceux qui sont membres du bureau, vous restez là, on va faire ça tout de suite après. Je raccompagne Madame la Ministre et je suis à vous.